All right, ladies and gentlemen, we are reaching now the end portion, please, of the day. And to close it off, we have a lovely moderator who's going to be joining you now on stage for the panel, the last panel, which is the protection of water resources, the importance of technological innovations, better transparency and governance across the value chain. And for that, I'd like to invite up Victoria. Please come up. Smaniotto from the Solar Impulse Foundation. Welcome. Okay, with almost 10 years of experience in the clean tech sector, Victoria now leads the outreach team at the Solar Impulse Foundation, so boosting the adoption of profitable solutions to protect the environment. Now, in her current position, her experience in ecosystem building and community management in the clean tech sector, especially in Canada, extensive experience there, allowed the foundation to create strategic partnerships with clean tech hubs globally, supporting the foundation in reaching its goal of identifying those 1,000 efficient solutions around the world. So with that, Victoria, the panel is yours. Thank you, Anna Maria. I see that the mic is working. I will switch now to French because I've been asked to run that panel in French, and I will ask the panelists to join me on the stage. So with us today, we'll have Eric Valette from Aqua4D, Aqua 4D, pardon, je vais réussir à passer en français. Jonathan Normand, qui est le président de B-Lab Switzerland. Et puis, monsieur Sébastien excusez-moi, exactement, Apotello, qui est le chef du service de l'eau de la ville de Lausanne. Donc, merci beaucoup d'être venu et de m'accompagner sur ce panel aujourd'hui. Je vais passer quelques secondes juste à vous reparler de ma fondation. Évidemment, vous avez vu Bertrand Piccard, pour ceux qui étaient là ce matin, faire cette petite vidéo. Il regrette vraiment de ne pas être là avec nous. Comme il le disait, il le souhaitait vraiment. Il est à Paris aujourd'hui, donc il ne pouvait pas. Donc la Fondation Solar Impulse a pour mission effectivement d'évaluer des solutions qui sont à la fois protectrices de l'environnement et qui sont efficientes, donc qui permettent d'avoir vraiment un aspect de coût, de savings, pardon, d'économie de coûts pour les clients, et c'est vraiment ce qui fait la différenciation. Vous avez vu aujourd'hui quasiment une dizaine de solutions qui ont présenté aujourd'hui ont le label B Corp. Ça y est, je commence à faire la promotion de B Corp aussi, mais pour le coup, le label Solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse. J'en profite pour vous dire qu'effectivement, vous avez vu qu'on a atteint nos 1000, donc il y a 2 mois, et Bertrand en parlait tout à l'heure. On a aussi annoncé à l'atteinte de ces 1000 3 outils très clairs pour aider les entrepreneurs en technologie propre à atteindre le marché plus facilement, à savoir un guide. Donc une fois que vous êtes labellisé, vous allez pouvoir en fait être facilement retrouvable par des utilisateurs potentiels, donc des grandes corporations qui auraient envie d'avoir accès à vos solutions, parce qu'ils ne les connaissent pas toujours, hein. Le but, c'est de vous donner de la visibilité. On va aussi faire des publications pour amener les gouvernements à comprendre qu'il y a des solutions. Donc j'entendais par exemple un des derniers pitchs, le besoin c'était que les parties prenantes publiques des gouvernements comprennent que les solutions existent et qu'elles sont efficientes et qu'elles peuvent les aider. Donc ça aussi, c'est pris en compte dans un des outils qu'on développe. Et puis 2 fonds. Donc là, pour l'accès au capital, encore là, dans vos slides, NEED, la plupart du temps, on voyait qu'il y avait un besoin de financement, d'accès au capital. 2 fonds ont été annoncés il y a 1 mois. Un pour des compagnies plus early stage avec BNP Paribas et Aliad, et un fonds pour des compagnies plus matures avec Rothschild. J'en ai fini pour ma présentation. Maintenant, je vais passer la parole à mes panélistes. C'est comme pour vous qu'on est là aujourd'hui. On va essayer de faire ça en gardant l'idée de la journée, à savoir, présentez-vous, oui, mais en suivant 2 axes. Quel est le problème de départ des parties prenantes avec qui vous travaillez? Et puis la solution que vous apportez en réponse à ces problématiques. Alors, on peut commencer par vous, s'il vous plaît, Eric. Merci, Victoria. Donc, Eric Valette, je suis le directeur de l'entreprise Aqua 4D. On a déjà eu une présentation juste avant avec Javier. Donc, on agit sur le traitement de l'eau pour modifier certaines propriétés physiques de l'eau dans plusieurs applications industrielles. Donc, notre plus grande activité, c'est dans le domaine de l'agriculture pour avoir une plus grande précision de l'eau d'irrigation. Donc, aujourd'hui, il y a un gros challenge au niveau mondial, c'est la protection alimentaire. On a une problématique d'augmentation de la population, de changement climatique qui est aujourd'hui assez connu avec plus d'inondations, de sécheresse, etc. Et une baisse de la qualité de l'eau, une baisse de la qualité des sols et un manque d'eau.
Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une équation qui est assez compliquée à résoudre et il faut arriver avec des nouvelles technologies pour arriver à produire plus en utilisant moins de ressources. Moins d'eau, moins d'engrais, moins d'énergie, moins de produits chimiques. Et c'est exactement là-dedans que l'on se positionne avec Aqua4D. On va modifier certaines propriétés physiques de l'eau pour permettre à l'eau de pénétrer plus facilement dans le sol, ce qui permet d'avoir une meilleure rétention en eau dans le sol, de faire des économies d'eau, d'utiliser moins d'engrais, au final d'avoir une plus grande résistance de la plante, un meilleur développement racinaire qui va permettre d'améliorer la qualité et la production des cultures. Au final, nos clients sont les agriculteurs, ça leur permet d'avoir des plus fortes productions, tout en sécurisant et en ayant des plantes plus résistantes et en s'affranchissant de problématiques de bouchage de leur réseau d'irrigation, de salinité, que ça vienne de l'eau d'irrigation ou des sols, et d'un manque d'eau qui devient de plus en plus crucial dans certaines régions du globe. On a une filiale en Californie. Aujourd'hui, la sécheresse en Californie est extrêmement critique. Donc, ils ont déjà le couteau dans la gorge. Donc, on arrive avec un positionnement intéressant aujourd'hui. C'est le cas au Chili, en Afrique du Sud, dans pas mal de régions. Et on se rend compte, et ça a été déjà annoncé aujourd'hui par certaines personnes qui ont présenté, que même en Valais, qui est le château d'eau de l'Europe, on commence à avoir cette problématique sur les mois de juillet-août où on n'a pas assez d'eau pour l'irrigation, voire pour les écosystèmes et les rivières. Voilà, donc des marchés où il y avait vraiment une problématique pressante parce qu'ils avaient déjà touché le bout du mur là, et qu'évidemment ça faisait du sens d'aller chercher vos solutions. Maintenant on voit qu'ici aussi on y arrive, mais même sans qu'il y ait vraiment peut-être autant ce problème majeur, il y a une certaine aussi leadership en Suisse à aller chercher ce genre de solutions pour être tout de suite beaucoup plus efficace et en tout cas avoir des projets qui soient peut-être plus durables. Donc je comprends ça de votre présentation. Est-ce que, Jonathan, vous voulez présenter un petit peu B-Lab et puis vos parties prenantes et la solution que vous proposez ? Alors, je vais essayer, merci beaucoup, bonjour à tous. En fait, avec B-Lab, on a quelque part une proposition de repenser l'infrastructure de marché. Et en fait, plus simplement, quel est le permis de conduire dans cette économie, donc dans une approche de changement de système. Et donc, on a construit une certification que vous avez mentionnée, mais aussi tout un autre pan d'engagement qui permettent en fait à ces porteurs de solutions de se voir avec un permis de conduire. Je prends cette analogie-là parce qu'elle est simple à comprendre et pas parce que je préfère les voitures à d'autres choses, thermiques ou pas. Mais ce permis de conduire pour l'économie de demain et pour cette accélération, ça fait le pont aussi avec le message de Intent sur cette accélération. Oui, il faut construire des ponts, il faut connecter les gens. Mais donc, si on veut faire cette accélération, il va falloir qu'on puisse identifier les acteurs qui vont opérer dans cette nouvelle économie, qui vont opérer ces nouvelles solutions. Et puis, c'est ce qu'on fournit avec, d'un côté, j'aime toujours l'image de l'oiseau de B-Lab avec notre théorie du changement. C'est sur une aile, une des solutions, des standards de développement, de mesure d'impact et de vérification avec la certification. Et puis, de l'autre côté, la prise en compte des parties prenantes dans des solutions de gouvernance donc qui couvrent l'homme et la planète, les humains et la planète, dans des statuts juridiques. Et quand on combine les deux, mesure d'impact et puis gouvernance des parties prenantes, bien là, on a en fait un élément crédible qui permet de positionner l'acteur, le porteur de solution. Et on voit en fait que dans les processus de de-risking, dans les processus de due diligence, on a plusieurs des porteurs de projets que vous avez vus durant cette journée qui sont effectivement B Corp et qui ont pu obtenir du de-risking dans, par exemple, typiquement l'accès à de l'investissement ou dans les processus de due diligence ou de marché public, en fait, se faire accréditer plus facilement parce qu'en fait, ils ne sont pas simplement une solution technique qui répond à des enjeux spécifiques, mais ils ont une gouvernance qui permet de les inscrire dans le long terme de façon crédible, authentique, pour porter leur projet. Donc c'est un peu ce qu'on amène avec le mouvement B Corp, avec B-Lab, d'un côté des outils, d'un autre côté des porteurs de solutions, et je suis super heureux de voir qu'aujourd'hui on a beaucoup des acteurs présents comme One Creation, Conaco ou encore Watalux, Alver qui est dans le processus de certification, et d'autres qui amènent en fait quelque part ces solutions, mais pour les rendre opérables à large échelle. Et donc là, quel est le sésame qui permet en fait de faciliter cela pour répondre à l'accélération. Donc c'est un peu notre mission. Et puis voilà, on rebondira sur tous les enjeux de changement structurel dans l'infrastructure de marché, j'imagine, après. Et donc c'est vraiment le mot d'ordre, c'est d'amener de la crédibilité à ces porteurs de solutions. Et pour ceux qui veulent comprendre très très simplement la différence entre un label Efficient Solution de la Fondation Solar Impulse et un label B Corp, nous ça va être vraiment juste sur la solution, donc vraiment ce que vous disiez, vraiment juste la technologie et à quel point cette technologie peut être facilement implémentable dans une situation donnée et apporter des bénéfices financiers à ses clients. Vous allez vraiment regarder l'ensemble de l'entreprise et puis intégrer en plus, les faire
à intégrer dans leur statut juridique une nouvelle redevabilité finalement, ce que la Fondation ne fait absolument pas. Donc c'est vraiment deux choses différentes mais très complémentaires. On a d'ailleurs très envie de collaborer ensemble après ce panel. Et ce qui m'amène à vous, Sébastien, alors le problème de vos parties prenantes qui sont multiples quand on est une ville comme la ville de Lausanne, et puis les solutions et peut-être quelques innovations même que vous avez mis en place au sein de la ville de Lausanne. Oui, merci Victoria. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Sébastien Potello, je suis le chef du service de l'eau de la ville de Lausanne, donc c'est vraiment un service communal, mais qui agit sur toute l'agglomération, voire au-delà. Donc le service de l'eau alimente en eau potable à peu près 250 000 habitants, des entreprises aussi, et puis alimente aussi des communes. Donc au final, c'est presque 400 000 personnes qui peuvent boire de l'eau de Lausanne. De l'autre côté, on s'occupe aussi d'assainissement, donc évacuation des eaux, et puis exploitation de la STEP, station d'épuration de Vidy, qui épure l'eau de 250 000 équivalents habitants. Donc un cycle de l'eau qui n'est pas si évident en Suisse, parce que souvent les choses sont séparées entre la gestion de l'eau potable et la gestion de l'assainissement. Donc une petite innovation depuis 2016, c'est de regrouper ces deux activités dans le même service. Ça apporte pas mal de plus-value en termes de conception des ouvrages et d'approche des problèmes. Et je dirais par rapport à ça, ce que j'ajouterais aussi en préambule, c'est la chance énorme d'avoir le lac Léman à côté de nous. On a cette énorme réserve d'eau douce qui est de plutôt bonne qualité parce qu'elle nous permet de faire de l'eau potable relativement facilement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les pénuries d'eau à Lausanne, on ne les voit pas encore venir. Par contre, il y a toute une série d'autres enjeux qui sont là. Il y en a beaucoup, donc je pourrais passer pas mal de temps. Mais c'est vrai qu'on a notamment des questions de qualité d'eau quand même. Lausanne ne prenait pas d'eau du lac jusqu'en 1930. Donc jusqu'à cette date, c'était que des sources qui alimentaient Lausanne, des sources qui sont pour certaines à plus de 50 km d'ici, qu'on exploite toujours. Une des problématiques récentes, c'est la pollution de certains captages, notamment ceux qui sont en zone agricole. Et par rapport à ça, on a maintenant une problématique de devoir traiter des eaux de source. Et on essaye d'innover, on a mis de l'argent, on collabore avec pas mal de partenaires pour essayer de traiter. En l'occurrence, il s'agit d'un pesticide, le chlorothalonil, qui a contaminé certaines sources. Et on essaye d'innover pour trouver des méthodes de traitement qui sont efficaces et puis qui sont économiquement envisageables. Et pardon, excusez-moi. Allez-y, j'allais rebondir justement. Comment vous trouvez, où est-ce que vous allez chercher ces innovations-là quand vous avez une problématique identifiée? Alors, on a déjà une bonne expérience. Le service de l'eau, c'est 200 collaborateurs et c'est notamment un laboratoire performant qui analyse notamment les micropolluants. C'est aussi une équipe études et construction, donc avec des ingénieurs qui étudient. Et puis après, c'est des partenariats avec les grandes écoles, avec des entreprises privées qui fournissent des solutions. Et puis, on essaye de développer une solution en général en se basant sur des technologies qui existent, du charbon actif, de l'ozone, des choses comme ça, de la nanofiltration. Mais on essaie de voir de quelle manière mettre ces solutions en œuvre pour avoir quelque chose qui réponde aux attentes. Alors, quelque part, c'est de l'innovation. On le regrette presque parce qu'on aurait préféré continuer d'utiliser ces sources sans qu'elles soient polluées, évidemment. Mais on est bien obligé de trouver des solutions. Depuis les années 30, alors je disais, on prend l'eau dans le lac Léman. Donc aujourd'hui, c'est plus de la moitié de l'eau qui alimente l'agglomération qui provient du lac. Nouvelle problématique qui est apparue il y a quelques années, c'est la moule quagga. Jusqu'à maintenant, on avait des moules zébrées, mais qui n'allaient pas à plus de 30 mètres de profondeur, donc au-dessus des crépines, au-dessus des prises d'eau. Maintenant, on a des moules qui vont jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur. Donc on se retrouve avec une colonisation de cette moule indésirable, mais qui envahit vraiment le lac Léman, et qui colonise les conduites qui vont chercher l'eau au lac. Donc si on ne fait rien, on va se retrouver avec des conduites qui sont bouchées. Il y a déjà quelques prises d'eau au lac, pas dans les installations d'eau potable, mais qui sont colonisées. Donc là aussi, un enjeu important, et puis pas mal de recherches pour trouver de quelle manière arriver à répondre à ça et trouver des solutions. Donc là, on est sur un projet de construction de nouvelles usines de traitement d'eau potable à Saint-Sulpice, tout près d'ici, au bord du lac, qui alimente une bonne partie de l'ouest lausannois. Et puis le projet doit être adapté. C'est un projet qui est bien lancé, les crédits sont votés, toute l'étude de la chaîne de traitement avait été faite. Puis là, il y a une nouvelle problématique qui apparaît. On est en train d'adapter le projet pour qu'on puisse nettoyer la conduite, mettre 2 prises au lac au lieu d'une pour pouvoir intervenir. Donc voilà, je dirais on est sans cesse en train de devoir répondre à des défis comme ça, trouver des solutions en partenariat avec des entreprises, avec des ingénieurs, avec des grandes écoles.
Oui, enfin, puis je terminerai encore juste par rapport à des innovations qui ne sont pas techniques. Hein. Je parlais de l'organisation du service. Il y a aussi l'approche des problèmes. Si je prends un exemple, jusqu'à maintenant, quand on prenait une source, on s'occupait uniquement de prélever de l'eau pour faire de l'eau potable. On a maintenant quelques captages qui ne répondaient plus aux exigences actuelles et qu'on ne va pas conserver. Et là, on est en train de renaturer un captage. Ça veut dire plutôt que de laisser ce captage abandonné, on le remet à la nature, on recrée des biotopes, on recrée des milieux naturels de source avec une biodiversité très très importante parce que c'est des milieux qui ont disparu à presque 90% en Suisse parce que soit on capte l'eau pour de l'eau potable, soit on assèche pour l'agriculture, etc. Donc voilà, aussi une approche qui, je dirais, est bien plus large que celle simplement d'approvisionner en eau et de collecter et apurer l'eau, mais aussi une approche, je dirais, environnementale beaucoup plus poussée. Je pourrais dire plein d'autres choses, mais je crois que j'ai fait un peu... Merci. Mais je vais faire du pouce, comme on dit au Québec, comme on l'a dit, hein, j'ai fait une partie de ma carrière au Canada. Faire du pouce sur ce que vous venez de dire, donc sur l'aspect collaboratif aussi, et puis des nouvelles approches pour répondre à des enjeux, parce qu'en fait, quand on essaie d'amener une innovation sur le marché, il y a des enjeux à ce niveau-là de d'où vient la gouvernance, qui est redevable, qui prend les décisions. Vous me parliez un peu plus tôt quand on préparait la session de justement cet enjeu. Vous pouvez peut-être en dire un peu plus et puis surtout aussi d'une des bonnes pratiques que vous avez pu voir dans l'un de vos projets. Oui, donc il y a une partie, un gros challenge qui existe aujourd'hui, c'est les différents acteurs qui existent. Alors je parle toujours moi du milieu de l'eau et de l'agriculture. L'agriculture, ça représente 70% de l'utilisation de l'eau au niveau mondial. Et aujourd'hui, on arrive avec des problématiques où, au niveau des gouvernements, on va donner des objectifs de réduction d'économie d'eau. 5, 10, 15, 20%, peu importe. Et souvent, ça va être mandaté donné à des agences de l'eau régionales, qui vont avoir pour objectif d'arriver à ce résultat. La problématique, c'est que souvent, ces agences ne parlent pas ensuite avec les utilisateurs finaux que sont les agriculteurs, les coopératives, les instituts techniques agricoles. Et du coup, on a cette problématique où les utilisateurs qui pourraient faire le plus d'économies, puisqu'ils sont responsables de 70% de la demande en eau, ne sont pas dans la chaîne de valeur. Et donc ça, c'est un gros problème. Et on se rend compte qu'au final, on demande à l'agriculteur de faire des efforts sans qu'il y ait l'ensemble de la chaîne de valeur qui soit réunie. Et on parle aussi de tout ce qui est retailer, les coop micro, etc., toutes ces entreprises qui ont aussi une marge importante dans la chaîne de valeur, mais qui ne participent pas aussi au financement, parce que le financement, c'est un autre point qui est crucial aussi. Et souvent, donc, il y a eu récemment au niveau politique la votation sur les pesticides, mais on demande beaucoup à l'agriculteur qui, lui, a une marge relativement faible. Et c'est vrai qu'on doit arriver à avoir tous les acteurs de la chaîne qui arrivent à communiquer ensemble pour avoir des actions collectives et un financement collectif de manière à pouvoir mettre en place des nouvelles technologies comme l'AquaKD, comme les capteurs, les drones, etc., qui permettent d'être efficaces, de mettre exactement le volume d'eau souhaité, la quantité d'engrais, de phytosanitaires, etc. Mais on doit accompagner et on doit pouvoir discuter avec l'ensemble des acteurs. C'est ça, ils connaissent non seulement les solutions, parce que bien souvent on leur met la responsabilité, mais difficile pour eux de savoir ensuite vers qui se tourner. Et puis derrière, après, c'est le côté modèle financier et que ce ne soit pas toujours effectif, enfin, que ce soit bien réparti ou qu'il y ait des modèles un peu innovants. C'est ça, donc qui puisse être au courant de toutes les technologies qui existent, qu'on les aide à les mettre en place, qu'on les aide au management, parce qu'il y a un management de l'irrigation, de la fertilisation qui va être différent ensuite. Nous, on accompagne à chaque fois nos agriculteurs sur chacun de nos projets, que l'on mette en place des solutions de financement. Et je donne le relais ensuite à Jonathan, qu'on mette en place aussi des certifications qui puissent aider dans ce sens. Et puis l'exemple peut-être que l'on discutait tout à l'heure, c'est au Chili, il y a une certification qui se met en place, certification ASUL, qui va justement donner des incentives, une carotte aux agriculteurs qui vont mettre en place des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire pour faire des économies d'eau. Et derrière, ils ont des réductions d'imposition. Et donc c'est vrai que ces certifications ont un point intéressant et il y en a de plus en plus qui commencent à arriver. Alors maintenant, il faut un cadre important sur ces certifications, mais ça va aider à donner de la crédibilité, une reconnaissance et un support à ceux qui mettent en place ce genre de méthode. De mesures plus innovantes.
Justement, Jonathan, vous voulez un peu plus parler de comment la certification B Corp, donc développée par Bilab, peut aider à ça, à une meilleure gouvernance sur tout le long de la chaîne de valeur des entreprises? Oui, volontiers, sans faire un focus sur la certification B Corp ou d'autres, mais en fait cette dynamique qui se trouve entre les différents acteurs, on parlait en fait de ces différentes parties prenantes. Donc on a les pouvoirs publics, on va avoir le privé, on va avoir peut-être même des fois la société civile ou d'autres organisations. Et comment est-ce qu'on crée quelque part dans ce besoin d'accélération pour mettre ces solutions en place, trouver les financements pour les développer? Comment est-ce qu'on crée en fait un cadre qui permet en fait de supporter cette accélération. Si on regarde l'agenda 2030, les objectifs, si on écoute ce que nous dit la science aujourd'hui, l'accélération n'est pas juste un mot, c'est une nécessité. Et donc, comment est-ce qu'on va créer en fait ce grand framework, ce grand cadre qui permet de le faire? Et la certification, en fait, peut être un de ces accélérateurs, que ce soit pour l'adjudicateur public, afin de pouvoir trouver l'opérateur pour mettre en œuvre, parce que l'idée est de plus de simplement trouver les solutions, comme je le disais, mais c'est aussi de trouver l'opérateur qui va, dans le temps, avec sa gouvernance, s'installer durablement et de façon bénéfique pour réaliser le projet. Et puis après, on voit qu'il y a maintenant aussi, typiquement, pour l'investissement, on fait des projets PPP, public-privé, dans ces partenariats, mais on va avoir des sources et donc des besoins de dérisking pour valider ces projets, ces investissements, des fois croisés entre le privé et le public. Et comment est-ce qu'au milieu de ça, on met une gouvernance qui s'assure que l'opérateur, quand il est privé, va délivrer la mission correctement. C'est ce qu'on amène avec la certification B Corp. Mais peut-être plus largement sur ce qui a été dit en préambule, je crois que la vraie raison d'être aujourd'hui, on a par exemple en Suisse une nouvelle loi sur les marchés publics qui est rentrée en vigueur en janvier 2021, qui intègre pour la première fois, à côté du prix de la qualité, la notion de prendre en compte la dimension sociétale et environnementale. Donc, c'est de la prendre en compte, on n'est pas dans quelque chose qui est trop contraignant. Mais donc là, on est quand même c'est un excellent signal. Il y a un changement de paradigme qui s'opère. Il y a ce qu'on appelle en fait un soutien à un changement structurel. Les marchés publics en Suisse, on parle de 42 milliards. C'est 10%, 11% du PIB suisse. Pour prendre un exemple très local et très concret ici, on peut faire d'énormes changements. Et donc, si on veut faire cette accélération et qu'on a les capitaux et qu'il y a ces changements structurels qui arrivent, effectivement, il faut pouvoir équiper avec le bon permis de conduire l'opérateur, le porteur de solutions, pour le mettre aussi en réseau avec d'autres, et peut-être aussi sur le même pied d'égalité, quelque part. Parce que l'idée étant qu'il faut que ça soit aussi que ça se perde dans un marché libre. Et idéalement juste, je dirais, en ajout. Si on continue sur l'idée de cette loi sur les marchés publics et d'approvisionnement et comment on va pas seulement parler du coût, mais parler justement de la durabilité, d'une approche, en tout cas, qui prend plus en compte l'environnement. J'aimerais aussi savoir justement votre avis, alors que vous travaillez à la ville, représentant donc du gouvernement ici. Comment donc vous innovez aussi sur cette collaboration, non seulement sur les appels d'offres, le procurement, donc pour regarder effectivement ce qui se passe, des bons conseils que vous pouvez donner aux entrepreneurs qui sont dans la salle aujourd'hui, et puis aussi une question qui revient souvent parce qu'on est dans l'aspect collaboration, c'est à quel niveau de gouvernement, alors comment vous travaillez avec le canton, avec la confédération, comment ça s'organise tout ça pour qu'on comprenne bien? Si je commence par les marchés publics, c'est vrai que c'est des montants très importants. Les critères environnementaux et sociaux peuvent être pris en compte depuis longtemps, si on veut. Ça fait un certain temps que c'est quand même pas que le prix qui décide, heureusement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je le vois très régulièrement, on a beaucoup de difficultés à les intégrer de manière, je dirais, fiable et à croire à ce qu'on fait vraiment quand on intègre l'environnement. Ce qui fait que, je dirais, par manque de critères pertinents et discriminants, on se retrouve souvent à mettre un poids à ces critères très faibles. Alors les critères socio-environnementaux, c'est souvent 10% de pondération dans les marchés publics. Et puis ensuite, il y a des critères environnementaux, par exemple, être ISO 14000, des choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément très pertinents, je dirais. Voilà, c'est mieux que rien, mais enfin. Les critères sociaux aussi, c'est le nombre d'apprentis, c'est des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on manque, je dirais, d'avoir des manières de mesurer de manière crédible, sans discriminer les entreprises, mais leur performance environnementale et sociale. Donc de ce côté-là, moi je pense qu'il y a des progrès à faire et je serais
en tout cas preneurs de nouvelles solutions par rapport à ça. Et le canton de Vaud est très en avance en Suisse sur ces questions-là. Ils ont fait une révision l'année dernière de leur canevas de marché public en prenant en compte différentes certifications, dont celle de B Corp et d'autres. Et on voit qu'il y a, avec une pondération plus haute, on est plus oui, ça bouge 20, tranquillement. 25. 35, je n'ai pas encore tellement vu, mais... Ouais, non, je dis 35, je dis 25. Mais... Ah, d'accord. Mais donc ça devient intéressant. On voit qu'il y a ce changement qui commence à se faire. Et puis, juste après, peut-être moi, je vous partagerai un rendez-vous l'année prochaine par rapport à cela. Très bien. Voilà, et puis par rapport à la deuxième question sur les collaborations, alors c'est vrai que dans le domaine de l'eau, je dirais que la Confédération édicte vraiment des règles, des normes, typiquement de qualité d'eau, de choses comme ça, loi sur la protection des eaux. Le canton a un rôle de surveillance pour vérifier que les communes fassent le boulot correctement. Et c'est les communes qui ont tout le travail, en fait. Ce qui fait qu'on se retrouve avec devoir fournir la population en eau potable, épurer les eaux, etc. Et très, très clairement, l'échelle communale, ce n'est pas toujours la bonne échelle pour le faire. C'est rarement la bonne échelle, en fait. Parce que les bassins versants recoupent rarement les frontières communales. Les communes sont souvent petites. Enfin, en tout cas, dans le canton de Vaud, je crois qu'il y a 400 distributeurs d'eau, donc avec des échelles qui leur permettent pas d'avoir les compétences et d'avoir les moyens financiers pour répondre aux exigences actuelles. Donc, il y a une régionalisation qui est en cours. Les communes qui se regroupent. À Lausanne, elle a eu lieu depuis longtemps, en fait, parce que au niveau de l'eau potable, comme toutes les communes n'ont pas accès au lac, certaines avaient peu de sources, puis Lausanne leur avait déjà piqué les sources depuis longtemps. On s'est retrouvés, en fait, dès les années 20, par là autour, à avoir des communes qui ont vendu leur réseau à Lausanne et délégué complètement la mission d'approvisionner en eau potable. Donc on s'est retrouvés avec une régionalisation un petit peu forcée, on va dire, qui fait que le service de l'eau aujourd'hui a un rôle vraiment plus important que si on n'était que sur Lausanne. Et puis maintenant, tout n'est pas réglé parce qu'on voit que dans chaque nouveau projet, il y a par exemple maintenant un plan régional pour le bassin versant de la Chambronne. Il y a une dizaine de communes qui doivent collaborer avec l'impulsion du canton, avec des subventions du canton, des subventions de la Confédération. Donc la collaboration à l'échelle régionale, elle est juste fondamentale. On n'arrive pas à faire grand-chose sans ça. On a des cours d'eau, par exemple, qui ont des pollutions d'origine urbaine, des mauvais raccordements des collecteurs d'égouts. Dans un cours d'eau, en général, il y a une commune d'à côté, une autre de l'autre, puis une troisième en haut. Donc, si on veut régler la situation, il faut discuter, il faut collaborer. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça que vous arrivez à mener votre équipe, à être aussi dans le changement, dans la collaboration, dans l'écoute de toutes les parties prenantes. Absolument. Le temps file, alors j'aimerais vous poser une autre question avant de pouvoir aussi, et puis commencer à penser à vos questions, vous pour le panel, aussi bien en ligne qu'ici avec nous. Si on se revoit dans un an sur ce même stage, donc sur cette même estrade, quel serait le projet que vous aimeriez absolument mettre en place et être fier de pouvoir nous dire « ça y est Victoria, il y a un an je t'ai dit que je ferais ça, et là je l'ai mis en place ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête ? Alors, de mon côté, je pense qu'un an, ça va être dur, mais dans l'idée, on aimerait aussi travailler pas seulement en B2B avec les grands producteurs, comme on a aujourd'hui en Californie, au Chili, puis dans une quarantaine de pays à différentes échelles, mais aussi pouvoir travailler sur un bassin versant complet ou un pays donné. On pense notamment à des projets sur la mer d'Aral, au Maroc, où là, la criticité est encore plus importante et le fait de rendre des régions désertiques par manque d'eau, par salinité, ça fait des migrations de population importantes. Et on aimerait pouvoir, justement, on est en train d'essayer de commencer à discuter avec la FAO, les United Nations, les banques de développement, les agences de développement. Je fais un clin d'œil à l'agence de développement suisse. Et on aimerait pouvoir ne serait-ce qu'être connu de tous ces services pour proposer nos solutions, parce qu'on pourrait vraiment être central dans des projets comme ça pour permettre de continuer de l'agriculture dans des régions qui se dépeuplent parce que c'est plus possible et il n'y a pas assez d'eau, ou les terres sont devenues impropres. Donc un an, je pense que ça va être très dur parce qu'on se rend compte que le temps de discuter avec tous ces interlocuteurs et puis de rentrer dans des projets de cette nature, c'est assez long. Mais j'aimerais beaucoup dans un an qu'on soit déjà dans un premier projet. On va avancer en tout cas les négociations, les discussions, la collaboration avec les premières parties prenantes. Merci. Jonathan ? Alors, le rendez-vous, en fait, il serait lié à peut-être un programme que certains d'entre vous ont entendu parler qui s'appelle le Swiss Triple Impact, le triple pour People, Planet, Prosperity. En fait, on a lancé ce grand programme national avec le soutien de la Confédération
un grand nombre de partenaires. Il y a maintenant de ça 1 année et demie, on a près de 200 entreprises qui se sont engagées en fait, dans une structuration, une prioritisation d'actes de mise en action de leurs pratiques de durabilité et de leurs solutions. Donc vous pouvez retrouver ça en ligne assez facilement. Et donc dans 1 an, ce qui se passe en parallèle de ce programme, c'est qu'on a créé des groupes de travail. Et il y en a un qui est sur la question des marchés publics. Et donc comment, avec ce groupe de travail national, on va en fait, à travers une démarche multipartie prenante, faciliter le travail de l'adjudicateur des pouvoirs publics ou de l'administration, faciliter aussi l'accès aux porteurs de solutions, aux PME, pour ces marchés publics, en fournant les outils, le matériel nécessaire. Et puis là, c'est une collaboration vraiment multipartie prenante. Donc, on va initier ce groupe de travail au mois de septembre. On a pu regrouper les acteurs. Et donc, dans 1 année, on pourra vous présenter les résultats et peut-être avec plaisir, au moins donner un signal qu'on a apporté des facilités dans les 2 sens pour rejoindre ces acteurs autour des thèmes de la durabilité dans l'économie concrète et réelle. Et le but, c'est-à-dire que c'est un forum où ça va être vraiment des outils que vous mettez à disposition? Ce sont toute une série d'outils qu'on va mettre à disposition, qui sont déjà en fait à disposition pour la plupart gratuitement, mais qu'on va en fait faciliter, qu'on va aussi créer de la sensibilisation, de la formation, parce qu'en fait, il y a toujours il y a les porteurs de solutions très techniques qui maîtrisent vraiment, et puis on a plein de PME qui n'ont pas forcément tous les moyens, tout l'équipement, on va dire, pour répondre à ces demandes de marché public ou des demandes même dans le marché de donneurs d'ordre privé. Et donc c'est comment est-ce qu'on équipe l'opérateur économique avec tous les bons outils accessibles pour se mettre en opération dans la durabilité, dans l'économie de la durabilité. Et puis vous avez cette force de l'écosystème en plus, donc bien souvent, effectivement, on est trop petit pour répondre à une problématique, ouais. Donc réussir à mettre ces gens sur une même plateforme. Et on a des villes qui rejoignent ce programme, on a la ville de Gland qui dernièrement rejoint ce programme, on a des chambres de commerce, on a même des grandes entreprises qui disent veulent engager toute leur chaîne de valeur. Donc il y a une belle dynamique, je crois qu'il y a un momentum, et puis peut-être je finirai là-dessus, pour faire un peu l'aspect suisse, on est quand même pas loin de votation il y a quelques jours qui donne un signal. Et ce signal, c'est l'action volontaire, c'est l'impulsion qui va venir par l'économie pour amener ces solutions, amener cette dynamique. Et puis c'est ce qu'on essaie de soutenir avec ce projet au niveau national. Merci. Sébastien, une idée? Je vais tricher un peu parce que c'est pas facile de séparer les choses. Donc on sait que l'horizon d'1 an est court. Mais j'espère arriver à la fois avec des solutions techniques qui permettent de répondre aux enjeux que j'ai rapidement cités auparavant, à mettre en œuvre toutes les relations, toutes les coopérations avec les différentes communes, autorités et entreprises privées pour être le plus efficace possible. Et puis si on peut arriver aussi, alors je rebondis un peu sur les marchés publics, mais être un acteur qui attribue des marchés de manière... en tenant mieux compte des aspects environnementaux et sociétés, je pense que ce serait tout bénéfice. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en 1 année, mais en tout cas, c'est clair qu'on va progresser pendant ce temps-là. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que dans la salle, il y aurait déjà des questions, ou bien sur la plateforme? Pas pour le moment. Alors, pour l'instant, je peux commencer avec une autre question. Je suis désolée, j'ai un sentiment de m'acharner sur vous, Sébastien. Mais justement, vous parliez de comment on peut attribuer, être la ville, soi-même un marché. Comment ça fonctionne, les processus d'expérimentation, par exemple, dans une ville comme la ville de Lausanne, pour des technologies qui ne sont pas encore tout à fait prêtes à déployer à d'autres... Alors, tout dépend des cas. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Dans certains cas, on est juste un terrain d'étude, c'est-à-dire qu'on met à disposition soit de l'eau, soit le réseau ou les installations pour des entreprises qui veulent innover, qui veulent tester. Parfois, ça va un peu plus loin parce qu'on met aussi nos compétences à disposition en termes d'analyse, en termes d'ingénierie. Et puis, dans d'autres cas, on est plus avec des projets internes où on essaye de développer des solutions, d'évoluer, et puis où on s'appuie plutôt sur des partenaires qui vont apporter certaines parties de solutions. Donc voilà, ça peut être vraiment à tout niveau, en fait, qu'on collabore, suivant nos compétences internes, suivant aussi les demandes qu'on peut avoir de l'externe. Très bien, merci. Un mot à ajouter de nos panélistes, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez donner comme conseil ou comme... C'est ça, une réflexion sur l'intelligence collective, en fait, et sur ce besoin, en fait, de se réunir... Ces enjeux, on les connaît tous, et il y en a dans la thématique de l'eau, forcément, de très nombreux et de très importantes, mais qu'on sait que c'est 44 000 milliards, donc la moitié des actifs en circulation dans notre planète sont dépendantes du climat, sont dépendantes de la biodiversité, sont dépendantes de la nature.
il faut agir vite, il faut agir fort, et donc il faut, avec cette intelligence collective, en fait, faire tomber ces barrières de façon structurée, crédible, pragmatique, mais il faut les faire tomber pour aller dans ces solutions. Donc, appel à l'action, forcément. Tout de suite et pas demain. Exactement. Dernier mot de fin. Pour finir, oui, j'en profiterai pour remercier Waterpreneur et Intent pour l'organisation de cet événement. C'est vrai que l'eau, c'est vraiment un enjeu crucial pour le futur, donc il faut mettre beaucoup de poids sur l'eau. Et puis la mission de Intent, effectivement, de pouvoir construire des ponts et réunir les différents acteurs de la chaîne, je pense que c'est une mission extrêmement valable parce qu'aujourd'hui, on a besoin justement de réunir tous ces acteurs pour arriver à atteindre des objectifs, on va dire, qui sont importants aujourd'hui, mais qui sont nécessaires. Et puis on voit ici en Suisse aussi qu'il y a un certain dynamisme avec différents clusters. On a vu le cluster eau un peu plus tôt, je collabore bien souvent avec le cluster Cleantech Alps, Waterpreneur aussi a ce rôle de marketplace, Intent arrive aussi avec ça. Donc il y a un très gros dynamisme, je trouve, à essayer de mettre en place ces parties prenantes, à discuter les uns avec les autres, à monter des projets collaboratifs. Ce panel en était un exemple d'ailleurs, avec une PME, le responsable du service de l'eau de la ville de Lausanne, et puis un représentant non seulement de Bilab qui est vraiment sur la gestion du changement, mais finalement aussi des corporates, parce que c'est beaucoup ça qui compose votre membership. Donc on avait ici un panel assez divers. Alors avec ceci, s'il n'y a pas de questions de la foule, ni sur la plateforme, je crois que nous avons terminé le panel de la soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup.